Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur SAP TV avec Rachid Sekar. Il va nous parler de son parcours atypique de pizzaiolo à formateur au Canada. Alors, bonjour Rachid. Bonjour Yann, je vous remercie de m'avoir invité et je suis très content d'être là aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Alors, on va revenir sur le début, sur qu'est-ce que faisait Rachid dans les rues de Nîmes et à Pissevin quand il était enfant. Rachid, quand il était petit, il aimait jouer avec ses copains, jouer jusqu'à 3 heures du matin au ballon. Pendant l'été, parce que bien sûr j'avais des parents et bien sûr le lendemain il y avait école, donc on faisait pas la même chose pendant l'année scolaire. Mais oui, je me suis régalé moi dans les rues de Nîmes, que ce soit à la ZUP Sud, ZUP Nord, qu'on appelle aujourd'hui Pisevin-Val-de-Gour, Chemin Bas, Mas-de-Mengue, Centre-Ville. Dès que je finissais l'école, moi ma priorité c'était de rigoler avec les copains et c'est tout. Et c'était quoi l'été à ton époque? L'été à mon époque, c'était l'été, il commençait presque au mois de mai. Hein. On allait à Saint-Césaire. C'est pas cool ce que je vais dire et ce qu'on faisait, mais c'est beaucoup mieux que ce que on entend aujourd'hui. On allait grimper aux arbres, prendre des cerises chez les voisins. À Saint-Césaire, on cueillait des cerises, on revenait avec des sacs. C'était réparer des vélos tous ensemble sur la terrasse pour aller à Colias ou au Pont du Gard en cross parce que les VTT n'existaient pas encore. Donc il y avait pas de vitesse. C'était un ballon pour 30. C'était improviser des parties de baseball avec des raquettes de tennis avec tous mes collègues de la place Corot. C'était génial. C'était une enfance extraordinaire. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec les enfants? Est-ce que c'était ce moment-là de ta vie? C'était c'était des outils. On était animateurs. J'ai connu des animateurs avant l'heure, des personnes de notre âge qui avaient un leadership qui faisait que qui avait une bonne idée, une idée d'activité. Et on se disait allez venez on fait des cabanes, venez on fait des chasses à l'homme, venez. On n'avait pas de problème de se balader dans les caves et de faire des courses poursuites dans les caves entre nous. On avait un jeu qu'on appelait le jeu du bouchon. Je me régalais que j'ai mis en application après dans mes formations BAFA pour comment on pouvait faire des activités avec trois farines, avec des bouchons de bouteilles, que ce soit des bouteilles de bière ou des bouteilles de coca, qu'on devait superposer comme des châteaux, et il fallait avec deux équipes et il fallait pas se faire toucher par une balle de tennis. Mais c'était extraordinaire et c'était les étés où comme ça où on était tous ensemble qui ont fait que j'avais envie de transmettre ça après quand on était devenu un peu plus âgé et que les associations se sont créées parce qu'il y a des associations qui faisaient en sorte que certains jeunes pouvaient avoir des souvenirs en groupe et d'autres qui étaient laissés sur le carreau, qui n'avaient pas le droit de sortir de la terrasse, qui en profitaient pas et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que le commerce, ça a su t'adapter dans ton nouveau métier? Ça t'a donné beaucoup plus Ah d'ouverture et de oui, compétences. mais oui, en termes de budget, de gestion, de personnel, en termes de RH, en termes de marketing, je faisais du marketing sensoriel sans savoir que ça s'appelait comme ça. Je l'ai appris après en étant formateur quand je donnais des cours Oui, qu'il y avait sur un la nom. vente, qu'il y avait marketing sensoriel, que j'ai fait un parallèle avec ma pizza, puis dans d'autres commerces où j'ai donné des cours à la rivière, des cours dans des commerces en improvisé. Je me régale. Et du coup, arrive le Covid. Oui, arrive le Covid Et et qu'est-ce que tu fais pendant le Covid? à La pizzeria, grosse, elle est fermée. Donc, même pas. Je l'ai fermé moi parce que j'avais peur, ok. mais on faisait partie des commerces essentiels. Oui, vous restiez Mais moi, ouvert. j'ai décidé de rester fermé plus longtemps que prévu parce que j'avais peur. Et du coup, je me suis recentré sur moi, je me suis repositionné le curseur sur quelle est ma priorité dans ma vie. Est-ce que je veux être juste commerçant et travailler 16, 17, 18 heures par jour en sacrifiant une vie de famille, une vie sociale, une vie avec mes amis, parents, construire une famille, ma propre famille, euh, avoir des loisirs, aller voir des films au cinéma plutôt que d'attendre qu'ils sortent sur une chaîne de streaming sur Internet, avoir de l'argent, pourquoi faire? Et je me suis posé toutes ces questions-là et ma conclusion, c'est que l'argent, ça sert à acheter du temps pour le passer avec les gens qu'on aime et faire ce qu'on aime. D'accord. Et du coup, je me suis posé la question, dans quoi je suis bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui me permettra de gagner ma vie avec. Et j'avais envie de, comme j'ai dit tout à l'heure, revenir à mon premier amour, mais à un autre curseur, former la nouvelle génération d'animateurs. D'accord. Et quand
quand c'est arrivé et que ben tout est réouvert, c'était une évidence pour toi. Là, c'était tout droit. On va se former et on Ben, va apprendre. Et ça a je, été quoi tes premiers pas pour aller vers ta ben, nouvelle vie? ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé la pizzeria, j'ai fermé la boucherie, j'ai vécu un peu sur mes économies. Et la première chose que j'ai fait, c'est il a fallu que je me crée une crédibilité et sur le domaine de la formation. Donc je suis intervenu en tant que jury D'accord, pour certains centres de formation, et en même temps j'ai postulé et je me suis inscrit directement en master sans avoir de licence. d'accord. Donc voilà, j'ai utilisé une petite faille Faille. dans le système où je me suis inscrit. On m'a demandé de prouver que j'avais eu une expérience en tant que formateur, donc que j'ai créé petit à petit en quelques mois. Et quand j'ai été admissible en master, j'ai postulé dans certains centres de formation en disant que j'ai été accepté dans une formation de formateur. Donc, Et du coup, j'ai eu mon premier contrat que j'ai donné à l'université pour avoir ma VAPP. Et du coup, ouais, ça m'a permis de rentrer. C'est l'équivalent du premier dossier de la VAE qui permet de prouver qu'on a les compétences pour pouvoir suivre un cursus universitaire d'un niveau de master. Mais je n'ai pas de licence. et quand t'arrives après avoir eu cette vie-là de commerçant, même d'animateur, quand t'arrives post-Covid à l'université, ça se passe comment pour toi? Bah, du coup, comment ça se passait? J'ai négocié mon entrée, mon contrat de travail dans un centre de formation. Et ça, c'est grâce à Aurore que je remercie aujourd'hui, euh, qui m'a fait confiance, qui a cru en moi et qui a vu ce que d'autres centres de formation n'ont pas vu. Et comment ça s'est passé? C'est que j'ai négocié j'ai dit que j'étais accepté en formation, donc voilà, c'était une des conditions. Et je leur ai demandé de pas me freiner, que je leur donnerais le calendrier et que je poserais mes congés pour aller en formation. Donc pendant D'accord. toute cette période-là de master, pendant 2-3 ans, je n'ai pas eu de vacances. Ok. Je posais mes congés personnels, mes congés payés pour aller en cours. D'accord. Et donc du coup, j'étais formateur, je préparais mes cours, des fois dans la voiture en conduisant en direction Bagnols-sur-Cèze, et pendant que les vacances, eh ben j'allais en cours à l'université de Montpellier et à l'université de Nîmes parce que je suivis 2 masters en même temps. Je suivais deux masters en même temps, du Ouais, coup. donc un master MEF que je recommande à tous ceux qui veulent être formation. C'est vraiment une formation de qualité à l'université de Montpellier. D'accord. Donc master MEF, pratique ingénierie de la formation, parcours recherche et identité professionnelle, Saphir, et master en droit, économie et gestion, administration économique sociale, pour pouvoir avoir des compétences aussi en management de la formation, digitalisation de la formation, droit de la formation. En fait, c'est vraiment spécialisé là-dedans. Et maintenant, qu'est-ce qui te donne envie tu vas t'expatrier normalement en fin du mois Oui. vers le Canada. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir cette nouvelle aventure? C'est un peu l'ambiance actuelle dans laquelle on vit en France, où je me pose la question de jusqu'à quand je vais chercher ma légitimité. Aujourd'hui, cette année 2025-2026, elle a été transitoire entre le centre de formation des éducateurs spécialisés à Avignon-Marseille, puis l'université de Nîmes en tant que chercheur en sciences humaines sur un rapport qu'on a remis au ministère, à la transformation, à la délégation interministérielle de la transformation publique sur la confiance entre les citoyens et les institutions. J'ai validé 2 masters en même temps. J'ai construit plusieurs projets de recherche pour avoir des directeurs de thèse. Euh, Jusqu'à quand je vais chercher et je vais devoir prouver que je suis légitime dans les métiers, parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé, j'ai 2 bac+5, et si je cherche un boulot, j'ai peur qu'on me dise maintenant tu coûtes trop cher. C'est ça. Donc je suis arrivé à un niveau où je vais devoir encore taper encore plus haut, et je suis aujourd'hui j'ai construit pendant cette année-là en même temps un projet de recherche où je vais faire un double doctorat entre une université canadienne et une université parisienne. D'accord. Donc un double doctorat, un en sciences de l'éducation et un en psychologie du travail, sur une seule thèse, un gros travail de recherche. Et pour mon ambition, c'est de devenir professeur d'université, parce que c'est l'aboutissement dans ce métier-là en tant que formateur. Je suis déjà formateur de formateurs, et du coup, je vais former les mecs comme moi. D'accord.
C'est ça mon ambition et travailler à l'université et former la nouvelle génération de formateurs dans tous les métiers qui soient. Et j'ai choisi un tronc commun là dans mon projet de recherche. Et dans ton projet de recherche, est-ce que tu peux juste nous en parler, juste nous le décrire en quelques mots? Ben, c'est la suite de ma master MEF qui était sur voilà, j'ai travaillé sur l'éducation et la prise en charge des enfants français qui sont nés en État islamique. Les enfants qu'on appelle vulgairement, parce que ça, pour moi, c'est des enfants qu'il faut protéger, des enfants de Daesh. Donc moi j'ai utilisé mon projet de recherche, c'est sur, il traite sur les professionnels qui les accompagnent. Donc est-ce qu'ils sont formés? C'était une analyse de besoin. Il s'avère que la formation elle n'a pas de problème, mais que elle n'est pas suffisante en soi. Sur une fois qu'on est sur le terrain, bon, il y a la théorie, il y a la pratique. Et j'utilise les situations sensibles maintenant sur ma thèse, c'est utiliser les situations sensibles comme outil d'évaluation et de développement de transformation des métiers. Comment les situations sensibles, elles permettent de développer de nouvelles compétences. D'accord. Et du coup, c'est créer un tronc commun entre les animateurs socioculturels, les éducateurs spécialisés et les enseignants. Donc ces trois personnes-là aient la même formation De base. de base Avec des options supplémentaires éventuellement. C'est par ça mon rapport à objectif. chaque compétence. Par rapport à leur métier, les institutions dans lesquelles ils travaillent. Il y a forcément des connaissances communes à ces trois métiers pour moi. Mais après, un éducateur spécialisé, il travaille sous mandat judiciaire avec un juge. Donc, il faut connaître un peu le fonctionnement judiciaire. Et ça, on n'est pas obligé. Éventuellement, avoir une connaissance de base pour les enseignants, mais c'est pas essentiel pour son métier en lui-même. D'accord. Et en même temps, cette réflexion, elle est venue de souvent, on l'entendait dans des réunions quand j'étais assistant d'éducation, de certains enseignants, on n'est pas formé à accompagner des enfants difficiles. Mais pour autant, il y a des outils. Mais s'ils font l'économie de ça, eh ben forcément tous les jours, eh ben c'est une nouvelle galère parce qu'ils sont pas habitués. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à créer ensemble sur les pédagogies différenciées, l'accompagnement, la construction d'une équipe, la dynamique de groupe et comment on la maintient, on la propulse, comment on la atténue aussi. Des fois, il faut la calmer. Dans une classe, il y a forcément un problème de dynamique de groupe. Donc qu'on peut se servir pour créer des études de cas ou un environnement sain pour apprendre, d'apprentissage, mais que des fois, il va falloir désamorcer. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup Rachid pour toutes ces compétences. L'interview sera disponible sur la chaîne YouTube SAP et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.